Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va s'intéresser aux filiatres. Mais qu'entend-on par filiatre? Comme l'étymologie de ce nom le signifie, les filiatres, qui aiment la médecine, étaient des sortes d'encyclopédistes avant l'heure, curieux de tout, et notamment de médecine, bien que non médecins eux-mêmes. Ils étaient architectes, comme Marcus Vituvius Pollio, ou questeurs, comme Marcus Terentius Varro, le Varron des anciennes versions latines. L'hygiéniste Varron, ami de Cicéron, légat de Pompée puis rallié à César, fut l'auteur de près de 600 volumes, mais seule une cinquantaine nous est parvenue en plusieurs fragments. Sa seule œuvre complète, le De Re Rustica, est considérée comme une importante contribution au développement des encyclopédistes, en raison de l'idée que Varron se faisait de l'organisation du savoir. Dans le domaine de la médecine, Varron fut le précurseur de l'Aveyran, le découvreur de l'agent du paludisme, en imaginant des petits animaux imperceptibles responsables de la fièvre des marais dont il préconisait l'assèchement. Il envisagea aussi la responsabilité du saturnisme, c'est-à-dire l'excès de plomb, dans certains rhumatismes. Autre filiatre connu, Pline l'Ancien vécut sous Tibère, puis sous son ami Vespasien. Auteur d'une histoire naturelle, il s'intéressa à de nombreux sujets de science, et notamment en médecine et en thérapeutique, avec 8 livres sur les traitements à partir de végétaux, 5 sur ceux à base d'animaux, et autant pour les minéraux. Ces traitements étaient certainement pas toujours très efficaces, mais il donna quelques bonnes recettes, notamment comme le rôle de la belladone pour dilater la pupille, avant d'opérer les cataractes, et l'éphédrine dans l'asthme. Esprit toujours curieux, il mourut à Pompéi en voulant observer l'Etna de plus près. Cels, surnommé le Cicéron de la médecine, qui vécut sous les règnes de Tibère et d'Auguste, est le plus connu des filiatres. Très érudit, d'une intelligence aiguë, cet esprit universel était un observateur des plus sagaces, n'appartenant à aucune secte. Versé dans l'art médical, mais non médecin, bien qu'il soignât sans doute certains de ses contemporains, il alliait un savoir encyclopédique et un sens parfait du rationnel, écartant tout esprit d'hypothèse. « Je pense que la médecine doit être rationnelle », écrivit-il. Il fut le premier à écrire en latin et non plus en grec, ce qui était mal vu des médecins grecs, mais cela a permis d'inaugurer une terminologie latine qui fera long feu en médecine. Méconnu à son époque, éclipsé par la gloire de Galien, dont nous reparlerons, son influence fut limitée pour cette raison et seulement redécouverte au XVe siècle. En effet, son De Arte Medicina fut un des premiers livres médicaux édités, avant même ceux de Galien et d'Hippocrate, avec l'édition de 1478 à Florence, grâce à Thomas de Cézanne, le futur pape Nicolas V. Nombreuses éditions suivirent, et même Morgani s'y référait avec admiration. Véritable synthèse de l'acquis gréco-romain, d'Hippocrate à Asclépiade de Bithynie en ce qui concerne la clinique, en passant par les médecins d'Alexandrie pour la physiologie et l'anatomie, cet ouvrage comportait 8 livres sur la médecine, 4 de diététique, 2 de pharmacie et 2 de chirurgie. Le livre 1, Régime et hygiène, préconisait de s'en aller en cas de peste. Le livre 2, Étiologie, symptômes, pronostic des maladies, était très inspiré d'Hippocrate, avec l'influence des saisons, de l'âge, et on y trouve même une description de la tuberculose et de la poliomyélite. Les livres 3 et 4 étudiaient les maladies aiguës et chroniques, développant une sémiologie du pouls, notant même que la présence du médecin l'accélère, phénomène connu aujourd'hui sous le nom d'effet de blouse blanche. On y trouve aussi la première sémiologie psychiatrique et des données de parasitologie signalant une différence entre les vers plats, comme le ténia, considéré comme le plus mauvais, et les vers ronds. En clinique, en prenant l'exemple du furoncle, Cels décrivit les signes cardinaux de l'inflammation, rubor, calor, dolor, tumor, auxquels on ajoute aujourd'hui l'impotence fonctionnelle. S'opposant au nombre pythagoricien, mais attachant de la valeur aux accès de la maladie, on lui doit une description de la lithiase rénale,
avec notamment cette douleur qui descend vers l'aine et le testicule, les urines qui sont rares et qui se teintent de sang. On lui doit également une description du cancer du sein, de la pathologie pneumologique comme la phtisie, préconisant des voyages en mer pour traiter les malades. On y trouve aussi la description de diverses pathologies ORL. Les livres 5 et 6 de pharmacopée classaient les médicaments selon leur mode d'action. Sur le plan thérapeutique, Cels séparait 3 types de maladies qu'il distinguait déjà en maladies générales et maladies localisées en fonction des traitements. Celles qui guérissaient par un simple régime, Cels attachait beaucoup d'importance aux règles hygiéno-diététiques, celles qui guérissaient au moyen de médicaments, employant une thérapeutique pas toujours très heureuse mais moins naïve que celle de Pline, et celles enfin qui nécessitaient la chirurgie avec de nombreuses observations comme celle d'un kyste dermoïde. Cels fut aussi l'un des premiers à insister sur la nécessaire confiance entre le malade et son médecin pour un meilleur diagnostic et une plus prompte guérison. Les livres 7 et 8 de chirurgie sont les plus riches. Ils comportent notamment le portrait du chirurgien idéal. Jeune, la main habile, jamais tremblante, aussi habile de la droite que de la gauche, une vue claire, un cœur insensible à la crainte et à la pitié, soucieux de guérir son malade. On y trouve aussi le mode de traitement des fractures, des luxations, des sondages, des trépanations, le traitement des fistules anales, des hernies étranglées, et même 21 opérations ophtalmologiques, et même des exemples de chirurgie plastique avec prothèses et lambeaux. En anatomie, Cels s'inspira des alexandrins, s'opposant toutefois aux vivisections des rasistrates, mais pas aux dissections de cadavres. Il décrivit ainsi le rachis, les sutures crâniennes, et surtout est à l'origine de la notion de paquet vasculo-nerveux. Enfin, son livre fut le premier livre d'histoire de la médecine, séparant les dogmatiques des méthodiques et des éclectiques, classification dont nous avons parlé et qui sera reprise par Galien. Le bilan de l'état de l'art au siècle de Marc Aurèle est pauvre. L'anatomie restait rudimentaire, la physiologie trop hypothétique et parcellaire, peu de progrès en clinique. En thérapeutique, c'était la diététique, les saignées et des médicaments souvent fantaisistes. Seule la chirurgie est un domaine où quelques progrès ont été réalisés, mais comme aujourd'hui, elle était très opérateur dépendant. Alors arriva Galien. Mais qui est Galien? La réponse sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.